Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Fanny, je suis étudiante et je suis passionnée de cinéma et aujourd'hui je vais vous présenter mes courts-métrages préférés. Je vais vous recommander 4 courts-métrages qui sont de durée, de nationalité, d'années différentes, de genres différents également, que ce soit l'horreur, la comédie, le documentaire ou le drame. Il y aura aussi de l'animation. Il faut tout d'abord savoir que le court-métrage c'est un moyen d'expression, un vecteur d'expressivité artistique qui peut motiver des artistes à différents moments de leur carrière. Pour certains, c'est le médium qui leur permet de débuter dans l'industrie du cinéma avant de se lancer sur le grand écran avec un long métrage. D'autres artistes, eux, font du court métrage leur carrière. Et certains cinéastes, après plusieurs années de carrière à faire du long métrage, s'essayent au court métrage, ou bien se remettent à cet exercice. Auquel cas, ça peut être une fenêtre d'accès à leur style de mise en scène dans un format plus court. Aussi, le court métrage répond à différents besoins de la part du cinéaste et offre différentes choses aux spectateurs. La première recommandation que j'ai envie de vous faire, ce sont les courts-métrages de deux amis, Clément Devilliers et Armand Foueix, deux Nantais et d'ailleurs deux anciens loquidiens qui sont montés à Paris, l'un pour faire Sciences Po et l'autre pour une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA. Sur leur chaîne YouTube, on peut retrouver 5 courts-métrages allant de 4 à 18 minutes et publiés sur leur chaîne YouTube entre 2023 et 2026. Ce qui m'a plu particulièrement dans leurs courts-métrages, c'est la qualité d'écriture des dialogues qui sont principalement écrits par Clément Devilliers. C'est très drôle et précis, très efficace. Ils font majoritairement des cours comiques dans lesquels parfois se glissent des réflexions et tournants dramatiques. La réalisation a un style naturel avec un recours régulier aux plans séquences qui offre une immersion d'autant plus efficace dans leurs histoires. On retrouve globalement les mêmes acteurs dans chaque court-métrage, bien que le niveau de jeu varie d'un cours à l'autre selon moi. J'apprécie particulièrement le jeu de François Lebris qui incarne les protagonistes des cours Fragments d'un Antoine amoureux, La Vagabonde, qu'ils ont d'ailleurs réalisé dans le cadre de la 10e édition des 48 heures de l'ESRA en 2022. Donc c'est un concours qui consiste en l'écriture, le tournage et le montage d'un court-métrage en l'espace de 48 heures seulement. François Lebris, il incarne également le personnage principal dans le court-métrage Les uns sur les autres, qui lui a été réalisé dans le cadre de l'édition 2023 de ce concours. Leur court-métrage intitulé La Marquise est de loin mon préféré. C'est celui qui m'a fait le plus rire, autant de par son écriture que de par son montage qui donne un rythme comique d'autant plus efficace, ainsi que de l'interprétation des rôles principaux par les acteurs. J'ai également beaucoup aimé la poésie de Nos Cabanes, qui traite de l'amitié comme un refuge et foyer inconditionnel, ainsi que des blessures communes qui nous marquent à vie d'une manière si particulière. Il est question d'amour sincère, de nostalgie et de douleur commune. On sent très clairement des inspirations de teen movie dramatiques, quelque peu found footage et assurément de rites initiatiques. Ça m'a beaucoup fait penser à Stand By Me et The Perks of Being a Wallflower. Clément et Armand sortent également un long métrage qui s'appelle Un grand raccourci ce 12 août 2026 au cinéma. Maintenant est donc le parfait moment pour les découvrir à travers leur court métrage avant d'avoir le plaisir de découvrir leur tout premier long métrage au cinéma. En résumé, les courts métrages de Clément Devilliers et Armand Foueix, ce sont de la comédie, une écriture d'une qualité rare, un montage efficace, des jeux d'acteurs et des plans qui facilitent l'immersion, ainsi qu'une sincérité qui nous touche là où on ne s'y attend pas. Le deuxième court-métrage dont j'ai envie de parler est un court-métrage brésilien de 13 minutes réalisé par Jorge Furtado en 1989. C'est sous la forme d'un vrai faux documentaire, qu'on peut appeler également mockumentaire, que Furtado nous explique assez simplement en apparence le concept de capitalisme et de société de consommation. L'énorme qualité de ce court-métrage, c'est son montage, ainsi que son écriture très satirique qui permet autant de faire rire que d'éveiller les consciences sur les conséquences injustes de ce système organisé pour être discriminatoire. Tout part de l'explication des deux différences fondamentales entre les êtres humains et les animaux, qui sont le fait d'avoir des pouces opposables ainsi qu'un télencéphale très développé. Alors le télencéphale très développé, qu'est-ce que c'est? C'est le nom scientifique donné à la structure donnant naissance aux deux hémisphères cérébraux. Ce sont les parties du cerveau gérant la mémoire, la réflexion, la conscience, la perception des sens, le langage, le jugement, etc., etc. Tout ce qui fait que nous sommes des humains conscients et éveillés. Puis, il est question d'une tomate, plantée et récoltée par Monsieur Suzuki, puis vendue à Annette. Mais cette tomate finit à la poubelle car elle a été jugée trop abîmée par Annette pour l'utiliser dans une sauce. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien évidemment. C'est sur l'île des fleurs que cette tomate va continuer son chemin et va vivre sa réelle fin. Là où la différence entre légumes, animaux, porcs,
femmes et enfants pauvres devient de moins en moins clair, comme si les pouces opposables et le télencéphale développé ne suffisaient plus à faire la différence. C'est un court-métrage très accessible, qu'on montrait d'ailleurs aux enfants brésiliens dans les années 90 à l'école. C'est excellemment bien écrit, très dérisoire et assez précis sur les notions qu'il aborde. Il est question de dignité humaine, d'injustice, de pauvreté et de misère extrême, ainsi que des relations de pouvoir qui semblent inverser l'ordre des choses entre la hiérarchie animaux et humains. Ce sont ces hiérarchies d'ailleurs entre humains riches et humains pauvres qui sont à l'origine même de cette hiérarchie étrange qui réside sur l'île des fleurs et ailleurs, où certains animaux jouissent d'une liberté supérieure à celle d'êtres humains. Le montage devient de plus en plus oppressant au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, et cela nous plonge malgré nous dans une spirale infernale. Il y a l'incompréhension de cette injustice qui paraît inconcevable, ainsi que ce paradoxe extrême et violent que l'argent fait la valeur des personnes qui le possèdent, et que lorsque l'on ne possède rien, de la même manière que les animaux, il est possible que malgré ses pouces opposables et son télencéphale très développé, de se retrouver inférieur à un porc. À la fin du court-métrage, il semble s'ajouter aux différences majeures entre humains et animaux la liberté. Ainsi, ces animaux semblent être plus humains que les femmes et enfants pauvres de l'île des fleurs, car ils jouissent d'une liberté plus grande. Il est dit dans ce court-métrage, la liberté est un mot qui nourrit les rêves humains, que nul ne peut expliquer et que nul ne peut ignorer. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'au tout début de ce court-métrage, sur fond noir, on voit un texte qui n'est pas anodin et qui est Dieu n'existe pas. Pour autant, cela ne constitue qu'en très peu de choses une théorie athée. On a plutôt affaire ici à un cri d'indignation à la manière de Nietzsche lorsqu'il dit Dieu est mort. C'est une dénonciation de l'incohérence et de la cruauté de l'inaction face à un système du bien et du mal établi et arbitraire, et ainsi de manière inhérente injuste. Ici, il semblerait que la dénonciation est à l'encontre de ce Dieu qui, malgré son existence et son omnipotence, n'agit pas pour établir une hiérarchie plus juste. Cette incohérence serait ainsi la preuve de sa non-existence car il est inconsidérable qu'il soit malveillant. C'est ce qui interpelle. C'est ce qui interpelle et ça peut être l'interprétation qu'on en fait à première vue. Néanmoins, je pense que la véritable signification est différente. En réalité, c'est une hyperbole, une exagération qui permet de dénoncer l'inaction de ceux qui peuvent changer les choses, ceux qui en ont le pouvoir et qui nécessairement, eux, existent. Ceux qui sont au pouvoir et ultimement ceux qui sont responsables de cette organisation systématique, arbitraire et hypocrite du bien et du mal. Ils dénoncent directement les chefs d'entreprise, les propriétaires de capitaux énormes, les dirigeants et finalement toute personne profitant de ce système, de ne pas agir malgré l'évidence de cette injustice. Car profiter du capitalisme, c'est évidemment y contribuer et encourager son développement. Ainsi, nous sommes tous à notre échelle bourreaux et victimes de ce système hiérarchique arbitraire, et je pense que l'objectif de ce court-métrage est tout d'abord de nous en faire prendre conscience. En résumé, le court-métrage Ilha das Flores est un court-métrage excellemment bien écrit et monté, drôle et juste, effrayant et oppressant, intelligent et accessible, et en définitive, indémodablement actuel. Le troisième court-métrage dont j'ai envie de vous parler, c'est A Short Story, un court-métrage chinois de 15 minutes réalisé par Bigan en 2022. Bigan, c'est un très grand cinéaste chinois dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne dans une vidéo qui était dédiée à son dernier film Résurrection, pour lequel il a remporté le prix spécial du jury à Cannes en 2025. Ce court-métrage, je le recommande parce que c'est une excellente porte d'entrée au cinéma de Bigan. On y voit son style et sa patte d'artiste, que ce soit dans la narration, la photographie, les décors et les costumes, ainsi que les procédés de réalisation et de mise en scène. Ce court-métrage, néanmoins, je pense que c'est le moins accessible de la vidéo, spécifiquement de par sa narration, à l'image de la filmographie de Bigan, qui est très atypique et non linéaire. Il nous semble être dans un rêve, un conte ou bien une fable onirique. Il y a beaucoup de flou et une grande place à l'interprétation. Cela peut alors perturber ou bien grandement stimuler l'imagination de chacun. Ici, il va falloir tout d'abord accepter le postulat de base qui est celui d'un chat, se lançant dans une sorte de quête spirituelle tout en se déguisant afin de passer inaperçu. Tel un voyageur, à la recherche de réponses, il va tour à tour rendre visite à différentes sortes de sages. Ces sages-là vont l'instruire, lui donner des conseils dans ce qui constitue véritablement un rite initiatique. Poésie, bizarrerie et monde fantastique empreints de la culture traditionnelle et moderne chinoise sont ce qui fait l'identité du cinéma de Bigan, et en l'occurrence ici, celle de ce court-métrage. Il n'est pas seulement question d'un chat, mais également de sa très jeune propriétaire, et la relation fusionnelle d'amour candide
candide et d'amitié sincère qu'il partage. Cette quête, ce périple, il l'entreprend pour elle. C'est pourquoi ce conte initiatique est en réalité double, car lorsque ce chat voyage, il le fait pour lui, mais il le fait pour elle. En définitive, il le fait pour eux, pour la relation qu'il subsiste entre eux. Ici, on va pouvoir y voir différentes interprétations, différents symbolismes et différentes métaphores. On peut y voir tout d'abord une petite fille curieuse, ayant soif de découverte et d'aventure, s'imaginant dans un rêve vivre une épopée mystique à travers les yeux de son chat, symbole de liberté et d'indépendance ultime. On pourrait voir aussi en le personnage du chat un voyageur égaré qui fantasme une enfance lointaine et oubliée lui manquant tant. La fabulation du premier voyage, de la découverte presque immature de la première fois, l'aurait mené à se remémorer avec nostalgie la sensation étrange et intimidante d'avoir tout un monde à découvrir, comme c'est le cas du chat dans ce court-métrage. On peut y voir également un marginal prenant la forme de ce chat noir, symbole de superstition et préjugés injustes, car il s'y retrouve se sentant étranger à la société malgré lui, et ayant pour autant le désir profond d'être reconnu tel qu'il est réellement, et à la manière dont ce chat est reconnu par sa maîtresse. Il est alors intéressant de noter que ce chat se déguise pour passer inaperçu lors de son voyage. Cela peut représenter le sentiment du marginal, changeant sa manière d'être pour entrer dans la norme et être enfin accepté par cette société. À la fin du court-métrage, on voit bien que la petite fille reconnaît son chat malgré son déguisement, ce qui représente le fait d'être vu et perçu tel que l'on est réellement, sous ce masque de normalité. C'est le désir d'être vu tel que l'on est vraiment en dehors des normes du socialement acceptable. En résumé, ce court-métrage, c'est un rite initiatique, de quête de reconnaissance, une ode à la découverte de soi par celle des autres. En fin de compte, ce court-métrage, c'est tout ce que vous avez envie qu'il soit, tout ce que vous y voyez et tout ce que vous y interprétez. Ce court-métrage, c'est cette liberté artistique et psychique. Le quatrième et dernier court-métrage dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Madame Toutli-Poutli, réalisé par Maciek Szczerbowski et Chris Lavis en 2007. C'est un court-métrage réalisé en stop-motion dans un style papier-mâché et peint à l'aquarelle. Il faut savoir que ce duo de réalisateurs a également réalisé le court-métrage La jeune fille qui pleurait des perles, lauréat de l'Oscar 2025 du meilleur court-métrage d'animation. Ce sont deux courts-métrages qui ont été réalisés dans des styles très similaires, mais c'est le court-métrage Madame Toutli-Poutli, moins connu, que j'ai envie de vous recommander aujourd'hui. Dans ce court-métrage de 17 minutes, on va suivre Madame Toutli-Poutli, une femme discrète et coquette, lors d'un trajet en train lui réservant bien des surprises. La grande originalité de ce court-métrage est que les yeux de Madame Toutli-Poutli sont des vrais yeux d'humain. Ce sont ceux de l'actrice Laurie Maher. Après avoir filmé l'actrice reproduisant les mouvements de tête et regard de la figurine, ses yeux ont été rajoutés en post-production sur les images de la figurine. Ce procédé original donne une réelle âme et une sincérité au personnage de Madame Toutli-Poutli. On s'identifie facilement à elle et on ressent beaucoup d'empathie à son égard car son regard est véritable et empathique. Le titre d'ailleurs, Madame Toutli-Poutli, possède une histoire très intéressante et fait référence à un classique de la littérature polonaise. En 1920, Stanisław Ignacy Witkiewicz rédige le livret d'une pièce de théâtre qu'il appelle Panna Toutli-Poutli, soit Miss Toutli-Poutli ou bien Princesse Toutli-Poutli. Ce livret, il le décrivait comme une opérette en 3 actes sous forme pure. Alors la forme pure, qu'est-ce que c'est? C'est la grande théorie de Stanisław qu'il a portée toute sa vie, et c'est une théorie selon laquelle la création artistique, qui plus est théâtrale, doit être faite comme une partition de musique. Les notes doivent se suivre dans un élan de beauté et de divertissement sans justification rationnelle. Ainsi, au théâtre, les agissements d'un personnage, les décors et costumes n'ont pas forcément de lien logique entre eux, créant une narration non linéaire et libérée de la logique commune, offrant ainsi un champ des possibles infini. Toute situation est ainsi possible et acceptable, peu importe la situation précédente et la suivante. Néanmoins, la subtilité de cette théorie est que cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de message clair et de fil rouge thématique tout au long de l'histoire. Cette production artistique se doit d'être le vecteur d'une pensée réfléchie. Mais un personnage peut absolument mourir puis ressusciter pour faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec la scène précédente, sans que cela soit un problème, du moins aux yeux de Stanisław. Avec cette théorie, l'objectif n'est pas seulement d'être un original de la scène artistique, mais bien de faire ressentir l'étrangeté et l'absurdité de l'existence aux yeux du spectateur, comme l'ont fait bien de philosophes existentialistes avant lui. C'est pour cela que cette théorie est originale, certes, mais absolument pas sortie de nulle part, ni moins empreinte de théories déjà existantes. Il va ainsi faire vivre une expérience purement esthétique et totale au public,
qu'il suffit de ressentir telle une musique. En interview, Maciek Szczerbowski fait d'ailleurs ce commentaire à propos de son court-métrage Madame Toutli-Poutli. People are afraid of mystery, people are afraid of being confused, or rather, I think they're afraid of trusting themselves. Les gens ont peur du mystère, ils ont peur d'être confus, ou plutôt ils ont peur de se faire confiance. On est bien loin, dans ce court-métrage, de la forme pure telle que Stanislas l'a imaginée, mais on sent bien l'influence qu'elle a eue néanmoins sur les réalisateurs pour ce court-métrage. La scène finale du court-métrage est métaphysique au possible. Elle nous montre une transformation étonnante et perturbante, ayant pour objectif de pousser le spectateur dans ses retranchements et de le pousser à accepter l'incompréhension, à contempler ses impressions, réactions et interprétations, et finalement émotion face à cela. Maintenant, on peut se demander si la princesse Toutli-Poutli de 1920 de Stanislas et Madame Toutli-Poutli de 2007 de notre duo de réalisateurs sont similaires. Mais il faut savoir tout d'abord que le texte original de Stanislas a été perdu peu après 1920 et retrouvé seulement en 1974. Ainsi, c'est en 1975 qu'a eu lieu la toute première mise en scène de Panna Toutli-Poutli. Et ce par Janusz Warsimki, qui était également le directeur du théâtre le plus célèbre de Pologne, le théâtre Atheneum de Varsovie. On peut voir d'ailleurs sur cette affiche de 1975 de Jan Lenica, un grand graphiste et dessinateur polonais, une enveloppe corporelle déformée, signe de transformation et perte de sens psychédélique. On a donc, en 1975, pu enfin découvrir le personnage de cette princesse, un personnage exotique, pour le moins haut en couleur, assurément une stature de la haute bourgeoisie et de la royauté polonaise de l'époque. Cela contraste donc beaucoup avec le personnage de Madame Toutli-Poutli qui est sensible, réservé, et qui, certes, ne semble pas dans le besoin, mais ne représente pas spécialement une critique des classes privilégiées. Néanmoins, dans les deux œuvres, on retrouve une critique des types humains. Dans Madame Toutli-Poutli, on nous montre un homme qui importune la protagoniste dans le train. C'est une critique ici de l'impunité masculine et du patriarcat responsable de l'existence de ces comportements. Et cela est similaire en quelque sorte, à l'impunité de la bourgeoisie critiquée par Stanislas. Dans ce court-métrage, il va être question d'angoisse, de visions, telles des flashbacks qui vont faire du mal, qui font peur. Et l'ambiance est donc oppressante, inquiétante, dans un train qui avance à un rythme éprouvant. Et ces sentiments, ils sont transportés par un montage très précis et un travail sur les décors impressionnant. Enfin, comme l'a dit Maciej Szczerbowski, il est avant tout question ici de lâcher prise et de s'autoriser à faire confiance, à se faire confiance et ainsi interpréter ce que l'on veut, du plus littéral au plus symbolique. On peut imaginer que cette confrontation humiliante imposée par l'homme dans le train lui a ravivé des souvenirs traumatisants et douloureux, jusqu'alors bien rangés au fond de sa pensée, qu'on peut d'ailleurs interpréter comme représenté par cette quantité impressionnante de bagages qu'elle emmène avec elle dans le train. Ce train, c'est celui de la vie qui continue malgré tout, alors que l'on voudrait tout stopper. Et lorsque l'on porte avec nous des bagages trop nombreux et trop lourds pour soi. En résumé, Madame Toutli-Poutli, c'est un court-métrage qui nous autorise à aller dans nos retranchements et à se questionner, à laisser place à son imagination et à suivre la transformation d'une femme lors d'événements troublants. C'était tout pour cette vidéo et mes recommandations de courts-métrages sont tous des courts-métrages que j'apprécie particulièrement et qui, je trouve, montrent une diversité des motivations qui poussent les réalisateurs à s'essayer à l'exercice du court-métrage. Aussi, j'ai pu vous exposer les différents médiums qui peuvent servir à faire des courts. L'objectif est de montrer que c'est un genre artistique accessible et complexe qui permet à chacun de s'exprimer et d'être compris.